13h, 14h, Europe 1 Info. La suite d'Europe 1 Info à 13h33 sur Europe 1. Vous écoutez Clélie Mathias et avec vous Clélie, Yvan Rioufol et Jean-Claude Dacier. Et on va commencer par écouter Donald Trump qui était donc reçu à la Knesset et il est toujours en train de parler. Écoutez le début de son discours. Nous accueillons un jour de paix dans une région qui vivra, si Dieu le veut, en paix pour toujours. Ce n'est pas seulement la fin d'une guerre, c'est la fin de l'âge de la terreur et de la mort, et le début de l'âge de l'espoir, de la foi et de Dieu. C'est le commencement d'une grande concorde harmonieuse pour Israël et toutes les nations qui font partie de cette merveilleuse région. Je pense que nous avons là l'aube du Moyen-Orient. 7 octobre, plus jamais ça, a déclaré le président américain à la tribune du Parlement israélien où il a été longuement, très longuement applaudi. C'était une standing ovation pour Donald Trump, juste après la libération des 20 otages encore vivants. Jean-Claude Dacier, Yvan Rioufol, Jean-Claude Dacier, un peu avant Donald Trump, c'est Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a pris la parole et qui a dit, en s'adressant à Donald Trump, « Vous avez prouvé que la paix a été réalisée grâce à la force. » Oui, mais c'est pas faux. C'est pas faux parce qu'il a fallu quand même que Tsahal, et avec l'aide de notamment fourniture de munitions de l'Amérique, ils avaient affaire à forte partie. Ça s'est pas fait aisément. Donc oui, il faut, pour obtenir un bout de papier au bas duquel on signe, en gros, un cessez-le-feu ou une paix ou une trêve, il faut avoir en effet une supériorité militaire. J'espère que ça suffira à obtenir ce qui reste à obtenir. C'est plus dur à venir que ce qu'on a fait ce matin, si même c'est déjà formidable. Je comprends totalement et je partage l'émotion des Israéliens et des musulmans. Mais honnêtement, il reste une partie très difficile, ne serait-ce que pour commencer, le désarmement du Hamas. C'est possible ça, à votre avis ? Vous les voyez, les uns derrière les autres, arriver pour déposer la Kalachnikov je ne sais où. Je veux croire me tromper, j'espère me tromper, et j'espère en effet que les accords qui ont été signés, en principe, à la fois par Israël, par les États-Unis et par le Hamas, et un certain nombre de pays arabes, j'espère que ce que je dis là sera vérifié. Mais enfin, il ne faut pas se raconter de crack. Il y aura encore de longues difficultés sur le chemin de la paix. Il me semble que le Premier ministre israélien n'a pas parlé d'État palestinien. Je crois pas, Il me semble pas. Bon, on peut comprendre aussi, c'est l'inverse de sa politique. On va voir ce qui va se passer en Israël. On est parti pour de longues tractations. Probablement en Israël, on aura de nouvelles élections l'année prochaine. Il faut pas se précipiter non plus. Néanmoins, sur le chemin d'une cohabitation entre deux communautés, la communauté israélienne solidement installée en Israël et la communauté palestinienne, des millions de citoyens israéliens, enfin qui ne sont pas encore des citoyens puisqu'ils n'ont pas d'État. La route, je le crains, sera longue et compliquée. Je vais vous donner la parole, Yvan Rioufol. Je voudrais juste vous faire écouter avant Frédéric Ancel, géopolitologue, essayiste. Il estime qu'un cessez-le-feu ne signifie pas la fin de la guerre. Donc, il a raison. Oui, c'est pour aller dans le sens de ce que vous disiez. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. Un cessez-le-feu n'est qu'un acte de nature militaire. Autrement dit, il peut être transgressé assez rapidement, assez facilement, et la longue histoire militaire nous en donne maints exemples. Ce n'est pas un traité de paix. Un traité de paix, lui, il est de nature politique. Autrement dit, il engage des régimes politiques, alors essentiellement des États. Évidemment, le Hamas n'est pas un régime politique reconnu et ce n'est pas un État. Donc pour l'instant, c'est un cessez-le-feu, mais alors ce n'est que cela, mais en même temps, on ne peut pas imaginer le retour à un véritable processus de paix dans les années à venir sans qu'il y ait eu préalablement un cessez-le-feu. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas bouder notre plaisir, c'est quand même une vraie bonne nouvelle. Voilà, une vraie bonne nouvelle, avec des mais bien sûr, mais quand même une vraie bonne nouvelle, Yvan Rioufol. Revenons à l'essentiel, cette victoire est due d'abord à Donald Trump. C'est-à-dire que si ça avait été Joe Biden qui avait été au pouvoir, on peut parier qu'il n'y aurait pas eu cette
paix-là. En tout cas, ces débuts de paix-là. Donc, il faut s'arrêter quand même. Il faut saluer son action. En fait. Il faut quand même s'arrêter un quart de seconde sur ce paria des parias parmi les parias dans le monde occidental, qui était Donald Trump, qui se révèle comme étant un homme de paix. Un homme de paix, effectivement, après avoir fait usage de la force. En effet, et c'est la leçon qu'il faut en tirer. La première leçon, c'est que, de mon point de vue, non seulement il enterre l'angélisme occidental que l'on connaît bien chez nous, mais il enterre ce que l'on avait appelé le soft power, c'est-à-dire le pouvoir doux, le pouvoir d'exemplarité qui aurait permis à l'Occident de se prévaloir de toutes ses vertus. En gros, ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas avoir de paix si on ne montre pas les muscles. C'est ce qu'il a démontré. Il l'a démontré d'ailleurs avec Netanyahou. En fait, c'était les deux. Trump et Netanyahou étaient les deux hommes les plus détestés, en tout cas dans le monde occidental, si je puis dire. Et aujourd'hui, ce sont deux hommes qui ont été applaudis. Et applaudis à la Knesset. Ce qui est à la Knesset, je vous rappelle qu'il y a également des députés arabes à la Knesset. Et l'autre victoire que montre Donald Trump, c'est qu'il a évité ce choc de civilisation à travers, effectivement, cet affrontement qu'il a eu avec le Hamas islamiste, en désignant le Hamas comme étant une menace totalitaire et islamiste. Mais je vous remarquerai que la société israélienne, qui est composée à 20% d'Arabes israéliens, cette société-là a tenu. Et elle ne s'est pas disloquée. C'est-à-dire que les Arabes israéliens ne se sont pas désolidarisés dans la rue, en tout cas, peut-être en pensait-il autrement. Mais donc, on se rend compte que ni les députés arabes de la Knesset, ni la société arabe israélienne ne s'est désolidarisée spectaculairement, en tout cas, enfin, je n'ai pas tous les éléments, mais de ce conflit-là. C'est-à-dire que Donald Trump et Benjamin Netanyahu ont évité le piège de ce choc de culture, de ce choc de civilisation qui aurait fait s'affronter le monde islamique au monde occidental. Et j'en veux encore pour démonstration que vous avez une quinzaine d'États arabes qui soutiennent maintenant le processus de paix enclenché par Donald Trump en reprenant le processus des accords d'Abraham qui avait réussi, grâce à Trump encore, à obtenir l'indulgence, voire la participation des pays arabes à la mise à l'écart du Hamas. Donc c'est pas tout à fait le sentiment de la rue palestinienne ou de la rue arabe. Je vais vous donner la parole, Jean-Claude Dessier, mais à l'instant, Donald Trump veut croire à la fin, s'il vous plaît, messieurs, il veut croire à la fin d'un long cauchemar pour les Israéliens et les Palestiniens. C'est ce que le président américain vient de déclarer à l'instant, Jean-Claude Dessier. Espérons qu'il a raison et qu'il saura tenir, parce qu'il aura aussi des problèmes. Mais c'est vrai que la rue arabe est plus proche des Palestiniens aujourd'hui que la plupart des dirigeants arabes. Mais je pense que les dirigeants ont raison sur le fond. Il faut impérativement trouver une solution. L'aspect international est indispensable. Et il faudra, mais je suis pas sûr que ce soit l'avis de M. Netanyahou. Les élections l'année prochaine nous diront si une majorité Israélien est pour ou contre cette situation et cette idée. On verra qu'est-ce qui va se passer en Cisjordanie, parce que il y a plus rien à Gaza, il y a plus rien il n'y a pas que Gaza, debout. Mais derrière il y a la Cisjordanie. Donc je reste à la fois. Je veux être optimiste, mais personne ne se le cache. D'ailleurs, ça sera très difficile d'arriver. Mais bien sûr, il n'y a pas que la Cisjordanie. Il faut désarmer le Hamas, mais il faut désarmer le Hezbollah, il faut désarmer les Hutus. Il faut désarmer également, dénucléariser dans la mesure du possible, l'Iran, qui est quand même le grand marionnettiste en chef de tout ce conflit-là. Donc, naturellement, je ne dis pas du tout que la guerre, que tout cela sera simple, mais en tout cas, il y a un processus maintenant de dénazification au cœur de l'islam qui est enclenché. Ah, vous y tenez à ce mot, oui. Oui, parce qu'effectivement, il y a un corollaire entre ce qu'avait représenté le grand mufti de Jérusalem qui avait pactisé avec Hitler en 1943 et leurs descendants des frères musulmans qui sont également au pouvoir à Gaza. Donc, il y a une filiation idéologique. C'est pour ça que je parle du nazisme et de la dénazification.